Bienvenue sur Histoire d'un crime, la chaîne où nous plongeons au cœur des mystères obscurs et des intrigues troublantes. Préparez-vous à découvrir des récits fascinants et des enquêtes palpitantes. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Notre histoire d'aujourd'hui nous transporte aux États-Unis avec au centre du récit Karen Slattery. Née le 18 septembre 1969 à New York, Karen était l'enfant du milieu, avec un grand frère et une petite sœur. Dès la naissance de cette dernière, les deux sœurs sont devenues inséparables, la cadette admirant et imitant Karen, qu'elle voyait comme un modèle à suivre. Quand Karen avait à peine 1 an, la famille a décidé de déménager en Floride, s'installant dans la paisible banlieue de Delray Beach. En Floride, les températures chaudes et ensoleillées permettaient à Karen de profiter de nombreuses activités en plein air. La famille aimait explorer les plages de sable blanc et les eaux cristallines, créant des souvenirs précieux. En grandissant, Karen a fréquenté l'école catholique locale, où elle s'est immergée dans diverses activités comme le softball, la natation et la gymnastique. Ses loisirs étaient facilités par le climat agréable de la Floride, qui permettait à Karen de passer beaucoup de temps à l'extérieur avec ses amis. La beauté naturelle de l'État, avec ses parcs luxuriants et ses zones côtières pittoresques, a toujours été une source de joie pour Karen et sa famille. Karen avait une passion pour la musique et excellait dans la flûte, étant un membre actif de la fanfare de l'école. Ses performances musicales, tout comme son dévouement à ses études, reflétaient son esprit dynamique et sa soif insatiable de connaissances. La proximité de la mer dans cette ville côtière offrait à Karen et ses amis de nombreuses occasions de se détendre à la plage, profitant du soleil et des eaux chaudes de l'océan Atlantique. À l'âge de 14 ans, Karen a intégré un programme de garde d'enfants proposé par son école secondaire. Pour elle, c'était une occasion idéale de gagner son premier argent tout en faisant ce qu'elle aimait, s'occuper des enfants. Grâce à son expérience avec sa sœur cadette et son attitude responsable, Karen a rapidement gagné la confiance et le respect des familles locales. Elle était tellement appréciée que les propositions de babysitting affluaient sans cesse. En parallèle, Karen brillait en natation, envisageant de se servir de ses compétences sportives pour obtenir une bourse universitaire après le lycée. Le 24 mars 1984, Karen Slattery se préparait à garder 2 jeunes filles pour une famille qu'il avait déjà employée plusieurs fois. Bien qu'elle ait initialement souhaité passer le week-end avec ses amis et ait envisagé de refuser ce travail, elle a finalement décidé de l'accepter. Karen avait un objectif, économiser de l'argent pour payer son billet d'avion et rendre visite à une amie proche qui avait récemment déménagé dans un autre état. Ce soir-là, la mère de Karen l'a conduite à la maison où elle ferait du babysitting. Les parents des filles l'ont accueillie chaleureusement, lui rappelant de verrouiller toutes les portes avant de partir pour la nuit. Pendant les heures suivantes, Karen et les filles se sont beaucoup amusées, regardant des dessins animés, jouant à des jeux et dînant ensemble. Aux alentours de 21h30, Karen a mis les enfants au lit. Elle est ensuite retournée au salon et a appelé sa meilleure amie. Les 2 filles ont discuté de leur projet pour le lendemain, particulièrement enthousiasmées par les billets que le père de son amie avait achetés pour un match de baseball. Après cet appel, Karen a contacté une autre amie qui travaillait également comme babysitter ce soir-là. Elles ont échangé sur leurs soirées respectives et Karen a mentionné qu'elle allait se diriger vers la cuisine pour prendre quelque chose à manger. Elle a promis de rappeler dans quelques minutes, mais cet appel n'est jamais arrivé. Comme il se faisait tard, son amie a simplement supposé que Karen s'était endormie. Vers minuit, les parents des jeunes filles sont arrivés à la maison. Ils ont immédiatement remarqué quelque chose d'inhabituel. La lumière du porche était éteinte, bien qu'ils la laissent toujours allumée la nuit. À l'intérieur, la maison était plongée dans l'obscurité, même la télévision était éteinte. En approchant de la porte d'entrée, ils se rendirent compte qu'elle n'était pas verrouillée. Pensant que Karen avait peut-être oublié de la verrouiller, ils sont entrés dans la maison et ont commencé à l'appeler par son nom. Mais il n'y a eu aucune réponse. Ils ont allumé les lumières et, en atteignant la cuisine, ils ont été confrontés à un spectacle horrible. Une immense mare de sang recouvrait le sol. Le téléphone, accroché au mur, pendait à son cordon. Et une longue traînée de sang partait de la cuisine et descendait le couloir vers les chambres où dormaient les enfants. Les portes des 2 chambres étaient fermées, mais ils remarquèrent de la lumière venant de dessous l'une d'elles. Craignant que quelqu'un ne se trouve encore à l'intérieur, le père a dit à sa femme de courir chez les voisins et d'appeler la police. Il est resté sur place, redoutant la possibilité que ses filles soient déjà mortes et ne pouvait donc pas se résoudre à ouvrir la porte.
Quelques minutes plus tard, un patrouilleur est arrivé sur les lieux. Il a demandé au père d'attendre dehors et a commencé à fouiller la maison. En ouvrant la porte de la chambre des filles, il les trouva toutes les deux profondément endormies et indemnes. Le policier les a soigneusement récupérées et les a emmenées dehors chez leurs parents, qui étaient submergés de soulagement de voir leurs enfants en sécurité. Mais leur soulagement s'est rapidement transformé en effroi lorsqu'ils se sont souvenus de Karen et ont informé le policier qu'il y avait une autre fille à l'intérieur de la maison. Le policier est reparti et a suivi la trace de sang qui menait à la porte de la chambre principale. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit un corps sur le sol. Le policier a vérifié son pouls, mais il n'y en avait pas. Alors qu'il se trouvait dans la pièce, d'autres policiers et une ambulance sont arrivés sur les lieux. Les enquêteurs ont rapidement identifié la victime comme étant Karen Slattery. Ses vêtements manquaient en partie, suggérant une possible agression, et une serviette avait été placée sur son visage. Son corps présentait de multiples blessures correspondant à des coups de couteau. Après que le corps de Karen ait été emmené pour un examen plus approfondi, les enquêteurs ont commencé à fouiller la maison à la recherche d'indices. Ils ont remarqué qu'une fenêtre du salon était ouverte et que la moustiquaire avait été coupée. Ils ont également trouvé des empreintes de bottes et de la végétation piétinée devant plusieurs fenêtres, indiquant que l'agresseur aurait pu observer Karen de l'extérieur avant de pénétrer par effraction dans la maison. En plus des empreintes de bottes, il y avait aussi des traces de pieds nus sur le sol, ainsi qu'à l'intérieur de la maison. Cela suggère que l'agresseur avait retiré ses bottes avant d'entrer. En interrogeant les propriétaires, la police a appris que Karen verrouillait toujours la porte d'entrée lorsqu'elle gardait des enfants. Étant donné que la porte était déverrouillée à leur retour, les détectives ont réalisé que le tueur aurait pu sortir par là après l'attaque. Quant à la fenêtre ouverte, les propriétaires ont expliqué qu'ils l'avaient laissée ouverte avant de partir, car il faisait frais ce jour-là. Réalisant que leur action aurait pu permettre au tueur d'entrer dans la maison, ils furent tous deux choqués et commencèrent à se blâmer pour la mort de Karen. La police a également découvert des pistes cyclables dans la cour, ce qui indique que le tueur était probablement arrivé à vélo et l'avait utilisé pour fuir les lieux. Ils ont réussi à suivre les traces de pneus jusqu'à la route principale qui longe la côte, mais la piste s'est arrêtée là. Les experts légistes ont tenté de prendre des moulages des empreintes de pieds nus, mais elles étaient toutes abîmées. Ils n'ont également trouvé aucune empreinte digitale étrangère dans la maison. Très bizarre, car d'après les preuves trouvées dans la salle de bain, il est apparu que l'agresseur avait pris une douche. Dans la cuisine, un marteau ensanglanté a été trouvé. Les enquêteurs pensent qu'il aurait pu être une des armes utilisées et que l'agresseur a frappé Karen alors qu'elle se tenait près du téléphone. Aucun couteau correspondant aux blessures de la victime n'a été retrouvé, ce qui indique que le tueur l'avait probablement emporté avec lui. Il s'est avéré que le marteau avait été récupéré dans une armoire à l'intérieur de la maison, ce qui suggère que le tueur l'avait recherché avant d'attaquer Karen. Il avait également pris dans la même armoire une paire de gants, qu'il avait probablement emporté avec lui en partant. Aucun autre objet, y compris des objets de valeur, ne manquait dans la maison, ce qui remet en cause l'idée qu'il s'agisse d'un vol qui a mal tourné. Les médecins légistes ont trouvé 18 coups de couteau sur le corps de Karen. Ils ont également confirmé qu'elle avait été agressée et trouvé du matériel biologique sur son corps, mais l'analyse ADN en était encore à ses débuts à l'époque et n'était que très peu utilisée. Fait intéressant, un morceau de chewing-gum a été retrouvé collé à son short. Karen s'était récemment fait retirer son appareil dentaire et était ravie de pouvoir enfin mâcher à nouveau du chewing-gum. Mais les experts étaient perplexes quant à la manière dont l'objet s'était retrouvé sur son short. Sans autre piste substantielle, la police s'est tournée vers le public pour obtenir de l'aide, demandant des informations sur des hommes suspects qui pourraient rouler à vélo et se comporter de manière étrange. Les enquêteurs ont également commencé à enquêter sur des individus ayant des antécédents d'introduction par effraction. La nouvelle du meurtre de Karen a provoqué une onde de choc dans toute la ville. Les gens ont eu peur, convaincus qu'un dangereux criminel était en liberté, et ont cessé de laisser leurs enfants aller seuls dehors. Le programme de garde d'enfants de l'école a également fait l'objet d'une refonte majeure. Ce qui était autrefois une pratique courante consistant à confier aux étudiants le babysitting dans les foyers pour enfants est désormais jugé trop risqué. À partir de ce moment-là, les filles ont reçu pour instruction d'être vigilantes à tout moment, de vérifier toutes les fenêtres et portes et, si possible, de travailler par paire. La police locale a consacré la quasi-totalité de ses ressources à cette affaire. Ils ont essayé de parler avec les filles que Karen gardait, espérant qu'elles auraient pu voir quelque chose. L'une des filles a mentionné avoir été réveillée par un homme avec du sang sur le visage, mais elle ne se souvenait d'aucun détail. Quant aux parents, une théorie a rapidement émergé selon laquelle ils pourraient être impliqués d'une manière ou d'une autre dans le meurtre. Les soupçons reposaient en grande partie sur le fait qu'il avait eu l'occasion de commettre le crime.
Les soupçons n'ont fait que croître lorsque la famille a déménagé dans un autre État 2 jours seulement après l'incident. Peu de temps après, la police a trouvé un autre suspect. L'un des policiers enquêtait sur une affaire de cambriolage d'une maison mobile. Lorsque le policier a retrouvé le coupable, il a découvert que celui-ci se déplaçait à vélo. Des traces ressemblant à du sang ont été retrouvées sur l'un des guidons du vélo et un morceau de gomme était logé dans les rayons. La gomme était de la même couleur que celle trouvée sur le short de Karen. Les enquêteurs ont envoyé le vélo au laboratoire et ont commencé à envisager la possibilité que le meurtre de Karen puisse être le résultat d'un cambriolage bâclé. Cependant, les résultats du laboratoire ont montré que la gomme avait un goût différent et ce qui ressemblait à du sang sur le guidon était en réalité de la peinture. Les amis et la famille de Karen ont organisé un fonds pour offrir une récompense pour les informations menant à une arrestation à partir de $10 000. Le montant est rapidement passé à $30 000 puis à $50 000. Cette somme d'argent importante a conduit à des milliers d'appels vers le service de police et les agents ont essayé de donner suite à chaque piste. Un grand nombre de personnes les ont exhortés à enquêter sur les parents des filles, que Karen gardait, pensant qu'ils pourraient être impliqués dans le meurtre. Finalement, les enquêteurs ont dû faire une déclaration publique précisant que les parents n'étaient pas considérés comme suspects et que leur alibi avait été minutieusement vérifié. Peu de temps après, une femme vivant à quelques rues de la scène du crime a contacté la police avec une histoire plutôt étrange. Elle a déclaré qu'en rentrant chez elle, elle avait trouvé des gouttes de sang sur le sol et une note adressée à son neveu. Les enquêteurs ont contacté le neveu qui a confirmé le récit de la femme. Selon lui, la note provenait de son ami de 22 ans qui avait un casier judiciaire et avait quitté l'État le lendemain du meurtre de Karen. L'homme en question a été trouvé dans l'Ohio où il a admis qu'il avait effectivement écrit la note. Mais il a affirmé qu'il n'y avait aucune trace de sang et a insisté sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec le meurtre. Il a accepté de fournir un échantillon d'ADN et de se soumettre à un test polygraphique. Au cours de ce test, l'opérateur a signalé plusieurs de ses réponses comme étant trompeuses. Mais l'homme a continué de nier toute implication dans le crime. En fin de compte, faute de preuves suffisantes pour procéder à une arrestation, la police n'a eu d'autre choix que de poursuivre l'enquête. À cette époque, le service de police du comté s'est outillé d'un nouvel appareil, capable de détecter les empreintes digitales avec une efficacité 10 fois supérieure à celle d'une technologie plus ancienne. Les enquêteurs ont utilisé l'appareil et ont décidé de réexaminer la scène du crime. Cette fois, ils ont réussi à découvrir des dizaines de nouvelles empreintes digitales. Cependant, après les avoir parcourues dans leur base de données, les experts ont conclu que toutes ces empreintes appartenaient aux membres de la famille et à leurs amis. Au cours des semaines suivantes, la police a suivi des milliers de pistes et enquêté sur de nombreux suspects, mais rien n'a abouti à une avancée majeure. Pendant un certain temps, il n'y a eu aucun développement significatif, mais 2 mois après le meurtre, tout a changé. Le 29 mai, la police a découvert le corps de Georgiana Warren, 38 ans, à son domicile. À seulement quelques kilomètres de la ville de Karen, Georgiana a été retrouvée sur son lit avec un oreiller couvrant son visage et un marteau posé à proximité. Georgiana avait été agressée et du matériel biologique a été récupéré sur le corps. La maison présentait de nombreux signes de lutte, notamment des traces de sang sur le lit et dans la salle de bain, ainsi que des preuves indiquant que l'agresseur avait pris une douche. Les enquêteurs ont déterminé que le tueur était probablement entré dans la maison par une fenêtre. Aucune empreinte digitale n'a été trouvée sur les lieux. Les détectives n'ont pu s'empêcher de remarquer les similitudes frappantes entre ce meurtre et celui de Karen. C'était presque une réplique. Les 2 filles de Georgiana se trouvaient dans la maison cette nuit-là, mais l'agresseur les a laissées indemnes et elles n'ont rien entendu. À la fin, les experts ont décidé d'examiner un livre trouvé à côté du lit, vérifiant toutes ces pages à la recherche d'empreintes digitales. Ils espéraient que le tueur aurait pu le toucher pendant le meurtre. Ils ont découvert une empreinte digitale étrangère à la page 43 qui pourrait potentiellement appartenir au meurtrier. En 1984, il n'existait aucune base de données d'empreintes digitales. Mais les détectives ont pu comparer cette empreinte avec celle de tous les suspects dans l'espoir d'une correspondance. Ils ont également découvert un autre lien possible entre les meurtres de Karen et Georgiana. Il s'est avéré qu'une des amies de Karen gardait ses enfants quelques jours seulement avant le meurtre. La capacité de l'auteur à éviter de laisser des empreintes digitales et d'échapper aux témoins a déterminé le détective Kevin McCoy à penser que le tueur pourrait être lié à d'autres affaires, suggérant une expérience significative dans ce type de crime. Le détective a ensuite rappelé une affaire inhabituelle qui lui avait été confiée 1 mois avant le meurtre de Karen.
Un inconnu s'était introduit par effraction dans la chambre d'une femme, l'avait frappée à plusieurs reprises avec un objet lourd, lui avait enlevé ses vêtements et sa bague, puis était simplement reparti. La femme a survécu, mais ses blessures ont entraîné de graves lésions cérébrales. Le détective soupçonnait que le même agresseur pourrait être responsable, mais malheureusement, la victime ne se souvenait d'aucun détail sur l'agresseur. Le 22 mai, 2 mois après le meurtre de Karen, une femme rentrait chez elle avec son fils vers 2 heures du matin. À leur grande surprise, ils ont vu un homme retirer la barrière de sécurité de leur fenêtre et voulait s'introduire dans la maison. Le fils de la femme a poursuivi l'homme qui s'est enfui à vélo. Il a fini par l'attraper et l'attaquer. La lutte fut courte. L'homme réussit à se libérer et à s'échapper en sautant dans un canal. Dans sa précipitation, l'homme a laissé sur place non seulement son vélo, mais aussi ses baskets retrouvées sous la fenêtre. Il semblerait qu'il les ait retirées. 2 jours plus tard, une femme de la même ville s'est réveillée, sous un violent coup à la tête, et a crié. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit un homme sortir de sa chambre en courant. Le soir même, un homme a fait irruption dans la chambre d'une autre femme. La femme a crié fort, ce qui a effrayé l'intrus. Il s'est simplement retourné et est parti. 4 jours plus tard, un incident similaire s'est produit. Un inconnu est entré par effraction dans la maison d'une autre femme et l'a effrayée, la faisant crier. L'agresseur a quitté la maison, a trébuché et est tombé dans sa piscine avant de s'enfuir. Le détective pensait que tous ces incidents étaient liés et s'est rapidement concentré sur une nouvelle série de crimes. Au cours des derniers mois, plusieurs étudiantes d'une université locale ont signalé qu'un homme avait pénétré par effraction dans leur dortoir. Ils l'ont tous décrit comme un homme blanc de taille moyenne avec des cheveux courts et foncés. La police a créé un portrait robot du suspect. Le détective a pris ce croquis et a commencé à examiner un grand livre de photos d'individus accusés de délits sexuels. Alors qu'il étudiait attentivement chaque visage, l'un d'eux attira son attention. Cela ressemblait exactement au croquis. Il a sorti cette photo, l'a mélangée avec quelques autres, puis les a montrées à l'une des étudiantes qui avait vu le suspect. Sans hésitation, elle désigna l'homme qu'elle reconnaissait. L'homme était Dwayne Eugene Owen, âgé de 23 ans. Il avait de longs antécédents criminels allant du vol à l'outrage public à la pudeur et à d'autres délits. C'était suffisant pour obtenir un mandat, mais le détective n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Il a lancé une alerte dans toute la ville, envoyant sa photo à tous les flics du quartier. Quelques jours plus tard, une policière patrouillait dans les rues lorsqu'elle a remarqué un homme qui ressemblait étonnamment à Dwayne. Elle a demandé ses papiers d'identité et il a présenté une carte d'identité militaire sous le nom de Dan Brown. L'agent soupçonnait que la pièce d'identité était fausse parce que l'homme ressemblait beaucoup à la photo de Dwayne. Alors elle a décidé de l'arrêter et de l'interroger. Après avoir comparé ses empreintes digitales à celles du dossier, il était clair qu'il s'agissait de Dwayne Owen. Cela a permis aux autorités de l'accuser d'avoir utilisé une fausse carte d'identité, ce qui a conduit à son emprisonnement, alors qu'elle s'efforçait de le lier au meurtre et aux agressions. Lors de son interrogatoire, a admis que les baskets et le vélo trouvés sur la scène où il avait tenté d'entrer dans une maison par une fenêtre lui appartenaient. Il a également avoué plusieurs cambriolages, mais a continué de nier toute implication dans les meurtres. À l'époque, il n'était toujours pas possible de faire correspondre son ADN avec le matériel biologique provenant des scènes de crime, car la technologie n'existait pas encore. Dwayne a été interrogé pendant des heures. Il répondait souvent à leurs questions par des poèmes. Lorsqu'on lui a demandé directement s'il avait tué quelqu'un, il a simplement répondu « oui », mais n'a fourni aucun détail. À la question de la police, à savoir combien de personnes il a tué, il est resté silencieux. Mais il a dessiné le chiffre 2 sur la table avec son doigt. Dwayne s'est également vanté auprès des détectives qu'il connaissait parfaitement la criminologie et qu'il pouvait commettre des crimes sans se faire prendre. Les autorités avaient demandé une comparaison de ses empreintes digitales avec celles trouvées sur l'une des pages du livre de Georgiana. Et elles ont finalement réussi à obtenir ce qu'ils voulaient et espéraient. Les empreintes digitales correspondaient. Lorsque les détectives sont revenus dans la salle d'interrogatoire et ont informé Dwayne que ces empreintes digitales avaient été trouvées sur l'une des scènes de crime, il a répondu avec un sourire disant « J'ai dû toucher ce stupide livre posé sur le lit ». Peu de temps après, Dwayne a commencé à parler, avouant tous les détails du crime de Georgiana. Il a décrit comment il a erré dans les rues à la recherche d'une maison avec une victime potentielle, est entré par effraction et a commis le meurtre, donnant des récits détaillés du meurtre de Georgiana. L'un des détails les plus effrayants était que Dwayne avait apporté un ensemble de vêtements propres et les avait laissés sur son vélo, prévoyant de se changer après le crime. Mais malgré ses aveux, Dwayne a continué à nier toute implication dans le meurtre de Karen et la police n'avait toujours aucune preuve pour le lier. Alors l'un des détectives a décidé de bluffer. Il a pris les empreintes de Dwayne, mais aucune des empreintes trouvées sur la scène du crime de Karen ne correspondait car elles étaient toutes incomplètes.
Le détective a alors décidé de tenter une petite astuce. Il a pris une photo au hasard d'une empreinte ensanglantée et l'a placée à côté de celle de Dwan. Puis il a dit qu'ils avaient une correspondance et qu'il avait maintenant la preuve qu'il était dans la maison. À la surprise du détective, le bluff a fonctionné. Dwan a regardé les photos et a admis qu'elles se ressemblaient. Peu de temps après, il a commencé à avouer. Selon Dwan, il faisait du vélo à ce moment-là. Vers 20h, il a vu Karen à travers une fenêtre. D'abord, il est allé dans un bar, a pris un verre, est resté un moment et est rentré à la maison à la tombée de la nuit. Là, il a observé la victime à travers la fenêtre pendant un certain temps avant d'enlever ses chaussettes et de les mettre sur ses mains pour éviter de laisser des empreintes digitales sur le cadre de la fenêtre. Une fois à l'intérieur, il se cacha dans un placard où il trouva une paire de gants de femme et un marteau. Au bout d'un moment, il vit Karen se rendre à la cuisine et décrocher le téléphone. Dwan a paniqué, pensant qu'elle l'avait peut-être repéré et qu'elle appelait la police. Il a sauté hors de sa cachette, l'a attaqué et l'a traîné dans la chambre principale, là où il l'a agressé. Dwan a ensuite pris une douche, a rassemblé ses vêtements ensanglantés et est sorti pour les cacher dans les buissons voisins. Il s'est moqué des détectives, affirmant qu'ils avaient en fait un mauvais travail car ils n'avaient pas vérifié tous les buissons de la zone. Quant au couteau, il l'a jeté dans l'océan. Il est rentré chez lui, où il vivait avec son frère et un autre colocataire. Il a reculé l'horloge murale de la cuisine de 2 heures et a fait beaucoup de bruit jusqu'à ce que les 2 colocataires se réveillent. Quand ils sont sortis et lui ont demandé de se taire, Dwan s'est excusé et a dit « Quelle heure est-il maintenant ?» Les 2 hommes ont regardé l'horloge et ont vu la mauvaise heure. Dwan espérait que cela lui donnerait un alibi si la police interrogeait ses colocataires. Après avoir été accusé des meurtres, Dwan a admis de nombreux autres crimes, notamment des agressions, des outrages à la pudeur, du voyeurisme, ainsi que des introductions par effraction. En même temps, il a insisté sur le fait que Karen et Georgiana étaient les seules victimes qu'il avait tuées. Dwan a été accusé des 2 meurtres et est allé en prison en attendant son procès. En fouillant dans les antécédents de Dwan Owen, on découvre qu'il a grandi dans des circonstances extrêmement difficiles. Ses parents, aux prises avec des problèmes d'alcool et de drogue, sont décédés quand il était enfant. En conséquence, lui et son frère ont été répartis dans plusieurs familles d'accueil. Dwan a brièvement servi dans l'armée, puis a suivi des cours de justice pénale à l'université. Il a avoué plus tard qu'il avait espéré devenir policier, mais un casier judiciaire mineur a anéanti ses rêves. Frustré par ses ambitions, il choisit de prendre une autre voie. Alors qu'il attendait son procès, Dwan a failli réussir à s'évader de prison. Il est entré dans une poubelle, espérant qu'elle serait chargée dans un camion et évacué de l'établissement. Heureusement, les gardiens de la prison l'ont découvert avant qu'il ne puisse s'évader. Le procès pour le meurtre de Karen a commencé 1 an plus tard. Dwan a refusé d'admettre sa culpabilité et ses avocats ont affirmé que ses aveux avaient été obtenus sous la contrainte et que ses droits avaient été violés. Mais lorsque les enregistrements complets des aveux ont été diffusés au tribunal, il n'y avait aucun doute sur sa culpabilité. En fin de compte, Dwan a été condamné à 2 peines de mort, une pour le meurtre de Karen et une pour celui de Georgiana. Outre les accusations de meurtre, il a également été condamné à 6 peines d'emprisonnement à perpétuité pour ses autres crimes. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Dwan a fait appel dans le cas de Karen, affirmant que son droit de garder le silence avait été violé. Il a souligné que lors des interrogatoires, il avait répété à plusieurs reprises « Je ne veux pas parler de cela », mais que la police avait continué à l'interroger. À la surprise générale, le tribunal a accepté son appel et toutes les accusations portées dans cette affaire ont été abandonnées. L'accusation a fait appel de cette décision et après 7 ans, Dwan a obtenu un nouveau procès, qui a de nouveau abouti à une condamnation à mort. Comme c'est souvent le cas, il s'est écoulé un long délai entre le prononcé de la peine et l'exécution effective, et cette affaire ne fait pas exception. L'exécution de Dwan était prévue pour le 15 juin 2023, près de 39 ans après les meurtres. I'm Kayla McLaughlin, the Communications Director with the Florida Department of Corrections. The sentence of the state of Florida versus Dwayne Eugene Owen was carried out at 6:14 p.m. The execution took place without incident. At this time, I'm now going to welcome up one of the family members of the victim to say a few words. My name is Debbie Johnson. Spell my name. DebbieJohnson. I am Karen Slattery's little sister. How does one put into words the finality of a death sentence? I am not sure, but I can say one word. Surreal.
39 years and this process is finally over. I entered as a young child, naive to the bad in the world, only to emerge at the very end as an adult with too much personal knowledge as how bad things happen to good people without provocation. March 24th, 1984, Owen attempted to write the final chapter in Karen's book. Or so he thought. Karen lives on in her community, her friends, her family, and most importantly, her legacy. Today, June 15th, 2023 at 6:14 p.m., the state of Florida actually wrote the final chapter. The Slattery family may now close Karen's book, put it on a shelf, and move forward. Closure may be a myth, but justice isn't. La sœur cadette de Karen, qui a choisi une carrière dans les forces de l'ordre et est devenue shérif, est venue assister à l'exécution du monstre qui a tué sa sœur. Elle voulait regarder celui-ci dans les yeux, mais il les garda fermés jusqu'à la toute fin. Il convient de noter que la sœur de Karen a choisi une carrière dans les forces de l'ordre et est devenue shérif. Elle a déclaré qu'après le meurtre de Karen, elle souffrait d'insomnie et avait décidé que si elle ne pouvait pas dormir, autant faire quelque chose d'utile. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez trouvé cette enquête intéressante. N'hésitez pas à partager vos pensées et vos théories dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires. À bientôt pour une nouvelle exploration des mystères du crime.